Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission Science et Civilisation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon collègue, Monsieur Khalid Lemlahi. Bonjour. Bonjour, Je bonjour. suis très heureux que vous soyez parmi nous dans cette émission Sciences et Civilisation. Monsieur Khalid Lemlahi, vous êtes aujourd'hui assistant professeur à l'université de Chicago. Avant d'arriver à vos recherches à proprement parler, on va d'abord faire l'itinéraire avec vous de votre formation, de vos motivations. Je crois que vous avez grandi à Rabat, vous êtes de Rabat, vous êtes dans cette ville. J'en profite pour dire que présenter mes remerciements à la Villa des Arts qui nous accueille très gentiment, la Villa des Arts de Rabat aujourd'hui. Donc votre formation s'est faite juste à côté, au lycée Moulay Youssef, c'est bien ça? Tout à fait. Donc en arrivant, tout d'abord, je vous remercie, cher Ali, pour cette invitation qui m'honore. Je suis extrêmement ravi d'être ici et d'avoir l'occasion d'échanger avec vous et à travers vous et votre émission avec le public marocain et international de manière générale. Oui, tout à fait. Donc en venant ici, en venant à la Villa des Arts, je suis repassé non loin du lycée Moulay Youssef, où en fait j'ai fait mes études secondaires. Et j'ai fait également une première année de classe préparatoire, donc maths sup, non loin donc de la Villa des Arts. Mathématiques supérieures. Mathématiques supérieures, tout à fait. Donc j'ai eu une formation scientifique Oui. à la base, Oui. orientée et chargée de mathématiques et de sciences physiques. L'école des mines d'Alès. Tout à fait. Donc je suis parti effectivement en 2004, après une année de classe préparatoire. Je suis arrivé en France à l'école des mines d'Alès où j'ai passé 4 années et j'ai été formé comme un ingénieur généraliste avec une petite spécialité, je dirais, pour les 2 dernières années dans le génie civil. Et j'ai eu l'occasion de passer ma dernière année, donc la 4e année de mon cursus d'école d'ingénieur en Angleterre, à l'université de Southampton, donc au sud de l'Angleterre, où j'étais également dans le département génie civil. Et c'est vrai que c'est le point de départ de beaucoup de choses dans mon parcours. Dont on va parler tout à l'heure. Voilà. On met les choses graduellement. Tout à fait. Parce que voilà, dans un premier temps, vous avez toute la rigueur scientifique de quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur. Mais à Rabat déjà, vous fréquentiez les bibliothèques. Vous lisiez beaucoup. Et vous avez nourri cette fibre, d'abord implicite parce qu'elle ne s'affirmait pas dans votre formation d'ingénieur, mais vous étiez dans un univers de livres, en raison aussi du milieu familial qui est le vôtre. Donc on a toujours lu dans votre famille et on a toujours honoré le livre. Et que lisiez-vous quand vous étiez jeune homme ici à Rabat avant de rejoindre donc et la France et puis le Royaume-Uni dont on va parler dans un instant? Alors j'ai grandi, vous avez raison de préciser le milieu familial parce qu'il joue un rôle effectivement très important dans la formation de l'individu. Alors j'ai grandi dans une famille arabophone essentiellement, avec 2 parents qui enseignent la langue arabe à la fois dans le volet rhétorique et grammaire. Les 2 grandes traditions arabes. Tout à fait, tout à fait. Donc on pense bien évidemment à Sibawayh, on pense à d'autres figures. Sibawayh, le grand grammairien qui a codifié la langue précisément et qui a permis par sa codification de faire une belle lecture coranique quand les gens hésitaient sur le rôle de préposition dans certains versets. Tout à fait. Donc Sibawayh, c'était l'un des noms qui circulait à la maison et je voyais ces livres effectivement passer. Mais disons que tout en ayant grandi dans une famille arabophone, j'ai été orienté assez vite vers le domaine francophone. Donc, pour répondre à votre question, mes premières lectures ont été amenées par mon expérience à l'Institut français. Donc, non loin, encore une fois, du lycée Moulay Youssef et de la Villa des Arts, il y avait la médiathèque de l'Institut français où je passais des heures soit à lire, soit je passais pour emprunter des livres. C'est de très beaux voyages que l'on fait. Je le dis aux téléspectatrices et téléspectateurs, pour leurs enfants, pour eux-mêmes, s'ils sont enfants, combien le livre permet de faire des voyages en pensée qui agrandissent complètement la personnalité, l'horizon
qui donne des dimensions nouvelles à la personne. Ah oui, oui, entièrement, tout à fait. Moi, l'Institut français, effectivement, et la médiathèque de l'Institut français ont joué un rôle extrêmement important. Et mes premières lectures de Zola, Flaubert, La grande Balzac, littérature du 19e siècle. tout à fait, la grande littérature du 19e siècle, a été une école pour l'imaginaire, en fait. Vraiment une école aussi dans le rapport à la langue, dans le rapport aux descriptions, à l'univers qui nous entoure. Donc, quand on lit effectivement un roman, on s'interroge sur son propre rapport au monde et sur sa propre existence. Et vous avez pu utiliser le mot de description, je crois qu'il est très important. Il fait le pont aussi avec toute la rigueur mathématique et physique, parce que ce sont des écrivains qui faisaient de l'anatomie sur la langue, qui faisaient de la précision, qui étaient très rigoureux. On associe parfois la littérature à de l'approximatif, ou à du flou, ou à du vague. Mais il faut dire que la littérature, par les grands que vous avez cités, participe à véritablement est une école de la précision. Une école de la précision. Bien sûr, parce qu'un roman, un grand roman du 19e siècle, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, est avant tout une structure, une architecture. Prenons quelqu'un comme Proust, par exemple. Moi, la découverte des volumes de la recherche du temps perdu a été pour moi un éblouissement, a été un moment de fascination. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir saisi à l'époque toutes les dimensions, tous les aspects de chaque œuvre, mais disons que j'ai glané ici et là des idées, des points d'entrée dans ces univers-là qui ont par la suite façonné mon rapport à la littérature et mon rapport à l'écriture, ma propre expérience en termes d'écriture. Et précisément, pendant vos études d'ingénieur en France, vous vous êtes dit, et si j'allais du côté de ce que sont les études littéraires. Et c'est ainsi que vous vous êtes retrouvé à aller assez loin, pas simplement de manière velléitaire de voir du côté de la littérature, mais vous avez passé des diplômes, vous avez passé un master, et tout cela en même temps que vous poursuiviez d'abord vos études d'ingénieur, et puis votre travail, vous avez commencé à travailler en tant qu'ingénieur. Alors j'ai commencé les études littéraires après une fois le diplôme d'ingénieur en poche. C'est cela. Voilà, donc en fait, pendant que je faisais mes études d'ingénieur, disons que j'étais focalisé, concentré sur ma formation d'ingénieur, il y avait aussi, bien évidemment, le défi de décrocher ce diplôme d'ingénieur. Et disons qu'une fois que j'ai eu mon premier travail, mon premier emploi, mon premier poste qui était à Paris, donc j'ai fait mes études à l'école des mines d'Alès, comme vous l'avez mentionné, dans les Cévennes, au sud de la France, une région très, très agréable. Et je suis donc monté à Paris. Comme on dit. Comme on dit, voilà, tout à fait. Et je suis monté à Paris et j'ai travaillé en fait à Paris, j'ai eu mon premier poste. Mais il m'a fallu une année de travail en tant qu'ingénieur au sein d'une entreprise de conseil en immobilier où on travaillait, on faisait de la gestion de projets immobiliers de manière assez standard. Standard, tout à fait, en étant un peu le chef d'orchestre sur des projets soit de construction, de rénovation ou d'aménagement intérieur. Mais après une année, je me suis rendu compte que ma passion littéraire me rattrapait et qu'elle ne s'est pas éteinte du tout. Qu'elle s'est pas éteinte du tout et que j'étais à Paris. En fait, je pense que l'un des éléments déclencheurs était l'environnement, était de se dire, je suis dans ce Paris que je lisais, que j'avais découvert jeune dans les romans, et je me disais, mais il est peut-être temps de faire quelque chose, de franchir le pas. Et donc, j'ai découvert la formation à distance de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, qui à l'époque offrait une licence en lettres modernes à distance. Et donc, tout en continuant, bien évidemment, comme vous l'avez mentionné, à travailler en tant qu'ingénieur, j'ai entamé ces études littéraires. Donc, j'étais ingénieur le jour
et étudiant de littérature la nuit. C'est magnifique. Et allons maintenant au Royaume-Uni, parce que un des éléments constants de cette émission Sciences et Civilisations, c'est que les chercheurs bougent beaucoup. Et ça fait partie de la recherche et de la dynamique de l'esprit de ne jamais se cantonner en un lieu, d'avoir des opportunités pour aller précisément dans plusieurs villes et contrées. Vous avez eu la possibilité, par votre travail d'ingénieur, de rejoindre Londres, je crois, c'est cela? Oui, oui, d'abord Londres. Et là, vous avez continué à orienter votre vie autour de ces deux pôles que sont la gestion de projet pour votre entreprise, mais aussi et surtout et de plus en plus la littérature. Tout à fait. Donc j'avais effectivement obtenu une licence en lettres modernes et j'avais enchaîné avec un master en littérature comparée parce que j'avais déjà cet intérêt pour la mise en dialogue des textes littéraires. C'est un élément très important de mon travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire rapprocher les textes, rapprocher les époques, travailler entre les langues et entre les cultures. Et je pense que le fait que j'étais effectivement à l'époque à Londres a aussi joué un rôle parce que je devais naviguer, faire des allers-retours entre le français, l'anglais et l'arabe, parfois également. Et donc j'ai décidé effectivement, après l'obtention de mon master en littérature comparée, d'enchaîner, là encore, et de faire un doctorat. Et de faire un doctorat. Voilà. Et de faire un doctorat. Et là, je pense que j'étais arrivé quelque part à une sorte de carrefour dans ma trajectoire où je devais choisir. Parce que je voulais me consacrer pleinement à l'expérience du doctorat. Je ne voulais pas faire de doctorat pendant que je travaillais. Au rabais. Voilà, au rabais, tout à fait, un doctorat qui aurait peut-être pris plusieurs années. Et donc, j'ai pris cette décision qui est assez forte. Alors, j'ai eu la chance et le bonheur d'être accepté par l'université d'Oxford, voilà. Donc la prestigieuse université d'Oxford à Oxford, à peu près à 1 heure de train de Londres. Et donc, j'ai déménagé, j'ai démissionné, j'ai décidé de démissionner. Un grand risque. Un grand risque, une prise de risque. Mais la vie est faite de risques. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, on s'interroge et on pèse bien évidemment le pour et le contre. Et on ne se ment pas soi-même. Et on ne se ment pas soi-même, tout à fait. Et je pense que c'était quelque chose qui m'attendait depuis un moment. Et j'ai senti que c'était le bon moment de franchir ce cap et de changer tout simplement de vie et de carrière. Alors, je ne savais pas sur quelle carrière cela allait aboutir. Il y a de l'imprévisible, vous savez, dans toute recherche. Et dans la vie elle-même se charge de beaucoup d'imprévisibilité. Mais même dans les parcours professionnels, les risques sont toujours liés à une bonne dose d'imprévisibilité qu'on assume dans le risque même. Et vous avez assumé cette imprévisibilité propre au risque. Et vous voilà donc faisant une thèse à Oxford. L'intitulé de votre thèse était? Alors, l'intitulé précis de ma thèse, c'était de la révolte à la nostalgie. Une lecture des œuvres ou des travaux de 3 poètes marocains. Donc, Abdellatif Labi, Abdelkabir Khatibi et Mohamed Khayreddine. Alors, ce qui m'a intéressé, comme vous l'avez certainement remarqué, c'est que ce sont 3 figures majeures de la littérature marocaine d'expression française. Contemporaine, tout à fait. Qui ont émergé dans les années 60, les années juste après l'indépendance du Maroc, et qui ont nourri et qui se sont nourris de l'expérience de la fameuse revue littéraire et politique dans un deuxième temps, la revue Souffle. Souffle, très importante. Très importante, qui a été créée en 1966, donc on doit le rappeler, par Abdellatif Labi, Mohamed Khayreddine, Moustapha Nissabouri et d'autres peintres notamment, parce que la dimension artistique était également très importante dans cette revue. Et donc, c'est une revue qui a joué un rôle prépondérant dans ce qu'on a appelé la décolonisation culturelle. C'est-à-dire toute cette réflexion sur la manière de renouveler, de reconstruire le rapport à la culture. Cela se fait en même temps, comme vous l'avez dit, de l'indépendance acquise. Et donc, cette indépendance devait s'accompagner d'une renaissance culturelle. Tout à fait. C'est-à-dire, il y a ce moment juste après l'indépendance où on s'interroge, maintenant que le colonisateur, l'ancien colonisateur est parti,
on se regarde dans le miroir Oui. et on s'interroge sur sa propre culture et on se dit surtout comment construire en fait un savoir à partir et au-delà de ce que le colonisateur a pu faire pendant les années de colonisation. Et c'est ça l'élément qui est important parce que, bien évidemment, là, on est en train de bâtir quelque chose de nouveau. Mais en même temps, il y a tout ce travail critique et ce regard critique sur finalement les séquelles et les conséquences du colonialisme. Alors, au Maroc, pendant le protectorat, bien évidemment franco-espagnol, mais on peut penser à d'autres pays où la colonisation a aussi été dévastatrice et a eu des séquelles et des conséquences extrêmement lourdes. Je pense notamment à l'Algérie, voisine, bien évidemment, où le colonialisme a eu un autre visage, un visage différent, et avec d'autres conséquences. Pourquoi je cite l'Algérie ici? Parce que la revue Souffle a fonctionné très tôt comme un carrefour, comme un lieu de rencontre et une publication qui a rapproché les peuples non seulement du Maghreb, mais aussi de l'Afrique, mais aussi des Amériques, parce qu'on est dans le contexte des luttes pour l'indépendance, notamment dans plusieurs pays africains. Et donc c'était cette plateforme de débat, de création, d'expérimentation. Très créatrice. Très créatrice. Très créatrice artistiquement et comme vous l'avez dit, avec des incidences politiques. Ce qui est véritablement notoire dans votre travail, c'est que vous prenez à bras-le-corps l'histoire contemporaine, voire immédiate. C'est un point très important parce que pendant longtemps, il était, j'allais dire, académiquement beaucoup plus confortable de faire des thèses sur des auteurs anciens, des auteurs de la période dite classique, qu'on dit parfois médiévale, etc. Et vous avez pris à bras-le-corps cette littérature, il est vrai, d'expression française, mais tellement emblématique du Maroc, d'un Maroc pluriel. Et ce qui me frappe aussi, c'est que vous l'ayez faite, cette thèse, au Royaume-Uni, qui est un pays anglophone, mais pour faire le lien avec ce que vous venez de dire sur le cosmopolitisme de la revue Souffle, c'est que en même temps, partout dans le monde, on s'intéresse à ce qui fait j'allais dire l'originalité, mais en tous les cas, l'ancrage contemporain de plusieurs sociétés émergentes comme la société marocaine. Et je crois que vous avez eu une écoute de la part des Anglais sur la nécessité de décrire l'histoire qui est en train de se faire. Tout à fait. Non, vous faites bien de mentionner cet élément-là parce que j'avais un peu un regard décentré sur cette littérature et sur cette période-là. Et ce qui est intéressant, il faut peut-être le rappeler, c'est qu'il y a eu ces dernières années un regain d'intérêt pour la revue Souffle. Il y a eu notamment le livre majeur de Kenza Sefrioui, oui, tout à fait. sur la revue Souffle. Nous la saluons, elle dirige une très belle maison d'édition en toutes lettres. En toutes lettres, tout à fait. Et donc, à partir du livre de Kenza Sefrioui, il y avait eu des travaux avant, notamment une thèse de doctorat avant le livre de Kenza. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a déclenché une dynamique, en fait. Tout à fait. Une dynamique. Et il faut rappeler ici le rôle joué par notamment des universitaires américains, en l'occurrence, dans la numérisation de la revue Souffle, parce que la revue Souffle n'était pas disponible depuis des années, et donc ce sont deux universitaires américains qui, en l'occurrence, ont retrouvé la revue et l'ont numérisée. Aujourd'hui, la revue elle est disponible sur le site de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Et donc on voit toute la trajectoire. J'ai appris même qu'elle avait des prolongements actuels à travers Souffle Monde, dont m'a parlé le professeur Hicham Laïdi de l'Université de Columbia, où on essaye de refaire aujourd'hui un travail similaire à celui qui avait été fait avec une orientation africaine très marquée, très accentuée. Ça, c'est véritablement très important et je crois qu'il est important, même certains disent qu'il faut aussi s'intéresser à l'histoire immédiate et vous me voyez venir, c'est votre travail qui est extraordinaire. Bon, je rappelle, Khalil Yemlahi, vous êtes donc à l'université de Chicago maintenant, vous enseignez la littérature à l'université de Chicago et
ce qui est très frappant quand on regarde précisément vos travaux, c'est que vous faites des recensions systématiques de toutes les productions littéraires actuelles, 2020, 2019, 2021, etc. Et tout ce travail de recension, je vais vous dire à quoi cela m'a fait penser, au travail des historiens qui font de l'histoire à partir de l'historiographie, c'est-à-dire on se penche sur une période donnée à partir de ce qui s'écrit aujourd'hui sur cette période donnée. Et vous vous penchez précisément sur ces trois grandes figures qui ont fait partie de votre thèse, Khatibi, Khaireddin, Labi, mais aussi à partir de tous les écrits contemporains. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Vous avez raison et je vous remercie, mon cher Ali, de souligner l'importance des recensions dans mon travail. Recension, compte rendu, critique littéraire. Je donne beaucoup d'importance à cet exercice-là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus de livres, il y a de plus en plus de publications, et malheureusement, les publications ne sont pas toujours lues, accompagnées, partagées avec les lecteurs. Donc, je conçois aussi mon travail d'universitaire dans son volet critique et dans une dimension de passeur, quelque part. Donc, je lis ce qui se publie, ce qui s'écrit, et je commente, j'écris des recensions, je produis des recensions que je partage. Je suis dans un geste, on va dire, de partage. Très généreux. Très généreux. Mais alors vraiment, très généreux. Parce que ouais. Précisément, thématiser le travail des autres, vous ne faites pas partie de ces universitaires et écrivains, je vais arriver à votre travail d'écrivain, qui peuvent se fermer sur eux-mêmes. Non, mais précisément parce que je me suis essayé par la suite à l'écriture, je sais la souffrance et l'effort que l'écriture demande. C'est-à-dire quand on prend un livre de 500 pages ou même de 200 pages ou 200 pages, on doit imaginer tout le travail qu'il y a eu derrière. Et donc, je conçois aussi la recension comme un geste de reconnaissance envers l'auteur, l'autrice qui a produit, qui a écrit ce travail. Et je pense que c'est important de réhabiliter vraiment cette notion de générosité. À une époque où on écrit de plus en plus rapidement peut-être, où on produit énormément de livres, il est important de s'arrêter pour reconnaître le travail des uns et des autres. Oui, et je suis très, très chanceux parce que je contribue à quelques magazines littéraires, que ce soit aux États-Unis ou alors notamment en France, mais aussi au Maroc. Et j'ai comme ça des espaces d'expression où je peux effectivement publier ces recensions, mais je ne m'autorise aucune frontière. C'est quelque chose que j'ai... Ça, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai appris notamment de Khatibi. Oui. Alors, c'est vraiment et aussi de votre propre profil, puisque vous venez des mathématiques, des études d'ingénieur, donc les frontières culturelles sont à relativiser. Je veux mentionner maintenant de votre travail d'écrivain. Vous avez une très belle langue, vraiment, c'est pas pour vous flatter. Je viens de terminer votre travail sur évocation d'un mémorial à Venise autour d'une situation tragique contemporaine, ce que l'on appelle la crise des migrants, mais qu'il faudrait plus appeler la crise de l'accueil des migrants, précisément au nord de la Méditerranée, sur le continent européen. Et vous avez pris à partir d'un cas précis, un Gambien retrouvé dans un canal à Venise, vous avez fait une évocation absolument magistrale parce que vous avez... Et là, j'ai retrouvé pour moi toute la précision de l'ingénieur, c'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que c'est que s'échouer, c'est le cas de le dire, à Venise pour un Gambien, et vous restituez tout l'arrière-plan historique, culturel de la majesté de cette ville et en même temps la détresse africaine, véritablement un travail majeur. Je suis en train de faire la recension de votre travail, mais je reprends votre expression, vous ne vous interdisez, enfin, vous vous autorisez tous les passages, vous ne vous interdisez pas franchir une frontière. Qu'est-ce qui vous a mené à faire un travail également d'écriture d'écrivain et pas seulement d'essais critiques ou académiques ou d'enseignement que vous faites aux États-Unis à l'Université de Chicago? Mais je pense qu'il y a deux éléments, c'est-à-dire il y a la question de l'audience, c'est-à-dire quand on publie
effectivement un article universitaire ou un livre, un ouvrage universitaire, on s'adresse nécessairement à une audience bien spécifique, bien précise. On ne touche peut-être pas le grand public quand on fait un travail purement universitaire, avec bien évidemment avec toute la rigueur et les codes que cela suppose. Mais il y a aussi le sujet, en fait. C'est vrai que sur certains sujets, je trouve qu'il est plus intéressant d'aller travailler sous une autre forme littéraire, que ce soit la fiction, la poésie en prose, la critique littéraire, on en parlait à l'instant, l'essai, pour justement parvenir à être en dialogue avec une audience un peu plus large, et aussi pour transmettre. Vous parliez tout à l'heure de la question de la langue, Oui. qui me paraît extrêmement importante. Oui. Alors dans ce livre, dans Évocation d'un mémorial à Venise, je pars d'une indignation en fait personnelle face à ce drame que vous avez mentionné, donc ce réfugié gambien qui s'est noyé dans le grand canal de Venise, devant les passants, devant les touristes qui filmaient, certains insultaient ce réfugié, et je me suis dit, il est important de faire œuvre à partir de ce drame, ne serait-ce que pour ériger ce mémorial, ne pas oublier justement cette expérience-là. Et je me suis très vite retrouvé à démystifier quelque part la ville de Venise. Parce que c'est une ville extrêmement chargée en symboles, en images, en clichés. Et cette ville de Venise, dont vous avez souligné tout à l'heure la majesté, etc. Et en fait, il était important de la mettre en opposition avec ce drame qui nous éclate à la figure et qui nous interroge. Et montrer notre histoire connectée. Les histoires sont toutes renouées entre elles. Il faut les renouer, si je puis dire. Elles sont toutes nouées entre elles, il faut les renouer. Et l'histoire connectée d'une Afrique en détresse qui s'échoue sur les côtes précisément européennes. Nous arrivons au terme de cette émission. Ce fut très bref. Ce fut un enchantement de vous recevoir, si Khalid Imlahi. Merci à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.